Salut les sportifs de salon. Cette semaine, on reçoit le pionnier et la légende du UFC, David Loiseau, qui nous raconte c'était quoi commencer dans ce domaine-là, les débuts du UFC, les débuts du MMA au Québec, tout ça après ceci. Salut les sportifs de salon, gros épisode cette semaine. On a la chance d'avoir avec nous une légende du UFC, quelqu'un qui m'inspire énormément, David The Crow Loiseau. Ça fait longtemps qu'on t'avait peut-être pas appelé de même, mon gars. Ça va bien en forme? Hey, ça va, toi? Oui, merci. Hey, pour vrai, merci d'être là. On te rend compte, période simili fin de pandémie, on a hâte que ça passe. Ouais. Là, j'essaie d'essayer de compatir avec toi parce que là, je checkais là, les activités qu'il y avait à ton gym, à ton centre de training. Comment tu vis ça, man? Comment ça va? C'est pas évident. C'est sûr que on a droit à des cours privés, des cours semi-privés. Je m'arrange un peu. On fait des cours aussi à l'extérieur, en groupe, maximum de 8 personnes. Ouais. C'est dur, c'est tough pour la business. Tu te bats pour ta business. Ouais. On se bat pour que la business survive et puis on fait de notre mieux. C'est vraiment pas évident. Là. Ouais, j'ai une pensée pour toi. Moi, quand j'ai vu ça, là, j'ai su que tu avais donné des cours de karaté sur Zoom. J'étais genre, tabarnak, on en est là. Ouais. Si je sais pas comment tu faisais, man, ça devait l'air comme là, baisse ton son, puis les blocages, mets-toi plus dans la caméra. Pas karaté, jujitsu, là. Jujitsu, exact. Ouais, c'est jujitsu brésilien, un peu de boxe, un peu de kickboxing. Sur Zoom, c'est vraiment pas évident. Là. C'est rough, c'est clair. Ouais. Tu considères-tu que ce que tu enseignes aux jeunes, c'est un peu un combo de, oui, jiu-jitsu brésilien, mais un peu de ton style? Tu as parlé de boxe, tu as parlé de tout ça. T'es-tu rendu qu'il y a quasiment un style de combat qui pourrait, ou d'arts martiaux qui pourrait s'appeler le Crow ou le David Loiseau? Non, pas vraiment. C'est vraiment les arts martiaux mixtes que je montre, que j'enseigne aux enfants. T'sais, oui, j'ai un programme de jiu-jitsu brésilien, ce qui est vraiment la base pour les combats ultimes, de l'autodéfense et puis du Muay Thai et du kickboxing. Alors, je montre un peu de tout aux jeunes, mais c'est surtout j'enseigne ma philosophie, la philosophie des arts martiaux, comment je pourrais dire, être une bonne personne, pas seulement apprendre à se battre et se battre contre les autres. C'est avoir la confiance en soi, être humble, respecter les autres. Les arts martiaux, c'est ça, dans le fond. C'est pas seulement comment lancer ou bloquer un coup de poing. C'est comment parler aux gens, comment se tenir debout, regarder les gens dans les yeux, puis être respectueux. Ça va plus loin que les coups de poing, les coups de pied, les arts martiaux, vraiment. Mais tu vois, c'est con, parce que là, je me préparais pour l'entrevue, puis là, j'allais voir ta page Instagram, puis tout, puis là, je me suis fait enlever les dents de sagesse la semaine passée, j'étais fatigué, puis là, je suis tombé sur un quote de toi qui marquait, là, tu sais, faut foncer, faut surmonter les obstacles, puis là, je disais, OK, faut que j'aille travailler, là, je pensais à toi. Mais honnêtement, c'est fou comment, en me renseignant sur toi, c'est que, tu sais, l'image que j'ai des gars de MMA, les gars qui ont fait partie de ça, de l'élite, c'est le volet bagarreur de rue, gars de rue. Puis moi, man, plus je me renseignais sur toi, plus je t'entendais parler un français impeccable, je réalisais que t'es plus du côté des gentilshommes que des tough guys qui sont prêts à monter dans le ring. On dirait que c'est ça que j'ai constaté en apprenant à te connaître. Je trouve que tu dois te le faire dire quand même souvent, ça. Mais tu sais quoi, je suis quelqu'un qui est... Moi, je suis un passionné des arts martiaux. J'ai combattu à cause que je voulais... J'aime les combats. J'aime la compétition. Je me suis jamais battu dans la rue. Peut-être une fois, je travaillais comme bouncer, puis il a fallu que j'immobilise quelqu'un. Mais j'ai jamais frappé personne à point nu dans ma vie. Là. Tu comprends? Je suis quelqu'un qui... J'évite ces situations-là. Je suis très respectueux. C'est vraiment, je vis le martial arts mindset, là, c'est vrai, là. Ouais. Puis c'est comme, comment je pourrais dire, je suis là pour, si quelqu'un est en train de se faire mal ou se faire agresser, je vais être là pour défendre. Mais c'est comme, ma règle première, c'est éviter le combat. La confrontation. Éviter la confrontation à tout prix. Puis c'est vraiment important pour moi de
non seulement le pratiquer, mais l'enseigner aux autres et le partager avec les autres. Parce que t'en as parlé un peu, comment ça a commencé? Sais-tu, toi, tu pratiquais les arts martiaux, puis là, à un moment donné, t'as vu, parce que toi, t'étais dans les débuts, tu sais, moi, je veux dire, je voyais ça à la TV jeune, je capotais, là, tu sais, dans ma tête, là, c'était comme, qu'est-ce que c'est ça? Ma mère voulait, à peine, j'écoute ça, elle dit, c'est trop violent, tu sais. Puis là, il fallait que j'aie la manette dans mes mains, puis je change de poste quand elle arrivait, parce que j'écoutais ça. Comment ça a starté? Qu'est-ce qui t'a donné confiance de dire, je veux y aller, là? Moi, ben, tu sais, je vais commencer du début. Vas-y. Début. David Loiseau en 1988. J'avais 8 ans. J'ai vu sur VHS le film Bloodsport. Ah oui, man. Des classiques avec Van Damme. Puis ça, j'avais 8 ans. Fait que j'étais dans le club vidéo, puis avec mes... Je pense que j'étais sûrement avec mon père, et puis on a... Ouais, c'est un film de ninja, papa, c'est un film de ninja. Je voulais voir c'était quoi. J'avais vu l'affiche Van Damme qui fait la split, puis tout. Je voulais voir c'est quoi. Puis là, j'ai vu le film. J'ai dit, wow, moi, je veux faire ça. Mais quand je voulais faire ça, je voulais pas faire des combats comme qu'il faisait. Moi, je voulais être acteur. Moi, je voulais faire des films d'action. Je voulais faire la split comme Van Damme. Nanana. Puis là, j'ai commencé à harceler mes parents pour faire des cours d'arts martiaux. Finalement, j'ai été. Et par la suite, j'ai fait après quelques mois, j'ai fait du sparring et tout. Et je massacrais tout le monde dans le cours. fait que là, mon sensei, dans le temps, il m'a envoyé dans une compétition. Et j'ai perdu la compétition. Le premier combat, j'ai perdu. J'avais 8-9 ans, là, fait que c'était pas... C'est des trucs d'enfant. Ouais, trucs d'enfant, rien de dramatique. Non. Par point, là, j'ai perdu par point. J'ai tellement été... C'était tellement crève-cœur, j'ai tellement été déçu que là, j'ai été devenu obsédé par le combat, par la compétition. OK. Et déjà à cet âge-là. À cet âge-là, je voulais juste me battre. Je cherchais un tournoi. C'est quand le prochain tournoi? C'est quand? C'est juste ça que je voulais faire. Ça a commencé de même. Ça a commencé comme ça. J'ai fait du karaté, taekwondo, kickboxing, puis par la suite, en 99, j'ai découvert le jiu-jitsu brésilien. Ben, j'ai pas découvert, mais j'ai trouvé un endroit où qu'on enseignait le jiu-jitsu brésilien. Et puis, c'est ça, c'était au gym Tristar. Avec comme légendaire. Angelo Exaraco, c'est lui qui est... C'est un élève de Renzo Gracie qui allait à New York, qui faisait du va-et-vient à New York, parce que dans le temps, le jiu-jitsu brésilien... c'était très rare en trouver du vrai. Du monde qui disait ouais, j'enseigne le jiu-jitsu, mais c'était du jiu-jitsu ou bien japonais, ou bien c'était du monde qui se sont entraînés 1 ou 2 fois avec des Gracie. Mais Angelo, c'est quelqu'un qui allait à chaque 2 semaines à New York, s'entraînait directement avec Renzo Gracie, le légendaire Renzo Gracie. Alors il ramenait les techniques les vraies techniques, les vraies affaires. Et c'est ça, il enseignait là-bas. Et puis, on a commencé en 99 et je suis devenu professionnel en juin 2000. Ça a commencé en juin 2000 et puis là, hey, c'était fou, ça. Parce que, comment tu as expliqué ça? Ta famille, était-tu nerveux? Ils voyaient que c'était... Il y a tellement eu... Toi, tu as vécu l'époque où c'était pas encore accepté. Moi, je me souviens, il y a des places dans le monde où on pouvait pas... C'était pas accepté. C'était pas c'était pas comme la boxe. La boxe, il y a quand même... ça peut être dur, mais pas au même niveau que le MMA. Comment ta famille, là... Moi, ma mère venait voir une game de football, la capotait. J'imagine pas toi. Ouais, mais mes parents, jusqu'à maintenant, j'ai 3 victoires en dessous de 20 secondes. Je suis le seul combattant canadien qui a 3 victoires en dessous de 20 secondes. Jusqu'à présent, mes parents n'ont pas regardé. Même ces combats-là, ils n'ont rien regardé. Rien. Ils ont vu des photos. Ils ont réussi des fois, je leur montre des photos, mais ils veulent pas voir, ils veulent rien voir des combats. Pas parce qu'ils sont dégoûtés ou rien. Ils sont fiers de moi. Ils sont fiers de ce que j'ai accompli. C'est juste que c'est... Il y a un stress trop intense. Il y a un stress trop intense. Moi, j'ai pas d'enfants, mais j'ai des neveux. Et j'imagine même pas les voir se battre. Moi, je suis leur oncle, puis je suis super overprotective, là. Tu comprends? Puis voir mes enfants se battre, puis c'est pas le sport le plus doux que j'ai choisi, là. On ferme une cage et tu te bats
pas à point nu, mais avec des gants de 4 onces. Et c'est ça, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta tête quand t'es là-dedans. Là. Alors, ouais, c'est ça. C'était pas évident, mais c'est mon choix, c'est ma passion. J'ai vraiment voulu... tu y croyais, là. Qu'est-ce qui a fait? C'est quoi le déclic à un moment donné, tu t'es dit, je suis prête? Comment t'as fait à un moment donné passer pro? Pour passer pro? Ouais, tu t'es dit, I'm ready, là. Je peux amener le prochain gars, là. Je suis prêt à y aller. C'est vraiment l'entraînement, les sparring, OK. Tu sais, j'ai réalisé que... Tu sais, c'est comme... Je suis très dur envers moi-même, mais quand t'es à l'entraînement, puis il y a plein de gars de haut niveau avec qui tu fais du sparring. Je faisais du sparring avec des boxeurs pros, des kickboxeurs pros, puis tu vois que je vois que je suis rendu à un niveau assez haut, assez élevé. Tu le filais, là. Ouais, je le filais, puis tu sais, j'avais 19 ans. Puis c'est ça, juin 2000, j'avais 20 ans, mais à 19 ans, j'ai dit, OK, let's do it, let's go, on s'entraîne, puis on y va. J'ai fait des tournois amateurs de jiu-jitsu, de kickboxing et tout, puis c'est là que c'est dans un tournoi de jiu-jitsu brésilien que j'ai fait 3 combats, 3 soumissions. C'est ça qui est... Et Stéphane Patry, le promoteur de UCC TKO, il m'a vu, il s'est présenté, on a commencé à parler et tout, et puis il m'a proposé un combat et j'ai dit let's go. Incroyable. Ouais. Toi, tu as parlé, tu sais, parce que c'est indéniable. Moi, je me suis renseigné sur l'histoire du UFC, puis c'est fou comment tu l'as nommé, la famille Gracie, le jiu-jitsu brésilien a eu un impact considérable. Est-ce que ça vient de là, l'intérêt pour aller vers le jiu-jitsu brésilien pour en faire ton art principal? C'est quoi qui t'a dit, moi, c'est le jiu-jitsu brésilien qui va m'amener au niveau que je veux être? C'est pas le... Non, c'est pas vrai. C'est pas le jiu-jitsu brésilien qui m'a... C'est pas mon art principal. Moi, j'étais considéré comme un striker. Vraiment. Un cogneur. Tu comprends? Et puis, j'ai appris... C'est Angelo qui m'a dit, David, si tu veux percer dans les arts martiaux mixtes, ben, il faut travailler ton jiu-jitsu brésilien parce que sinon, on va t'amener au sol puis ça va pas bien aller. Là. Fait que pendant plusieurs années, j'ai commis l'erreur de apprendre le jiu-jitsu brésilien pour me défendre contre le jiu-jitsu brésilien. OK, je comprends. Je me défendais contre le jiu-jitsu brésilien. J'attaquais pas beaucoup. Je faisais juste beaucoup de la défense. Parce que moi, je suis un showman. Je suis un crowd pleaser. Ouais, moi, je voulais vraiment que la foule OK, je comprends. se souvienne de moi, tu comprends? Les finishes extraordinaires, là, t'en as une coupe, on va se le dire. Oui, exactement. Mais ça jouait contre moi vers la fin de ma carrière. Les gars au UFC ont commencé à s'ajuster, nanana, puis ça commençait à jouer contre moi. On m'emmenait au sol, on me tenait. C'est même pas... Bon, je pourrais dire, on pouvait même pas me soumettre, mais c'est juste qu'on me tenait puis on m'immobilisait parce que si on me laisse bouger, ben ça va pas bien aller. Fait que c'est ça, c'est une des choses une des erreurs que j'ai commis dans ma carrière, c'est vraiment, j'ai trop, je pratiquais le jiu-jitsu pour le défendre, mais vers la fin de la carrière et après, quand j'ai décidé d'accrocher les gants, c'est vraiment complètement le contraire. Ah, c'est ça que j'allais dire. Complètement le contraire. J'ai fait un 180 et c'est vraiment, j'ai embrace le jiu-jitsu, j'ai vraiment commencé à le pratiquer, à l'étudier de fond en comble et vraiment c'est spécial le jiu-jitsu brésilien, ça a changé ma vie, ça a changé la manière que je vois les arts martiaux, que je vois plusieurs choses. Parce que c'est vrai que, tu sais, mettons, à cause des films un peu, on t'en a parlé, on dirait qu'il y a toujours un art martial qui devient populaire. Là. Je me souviens, à un moment donné, le Muay Thai, tout le monde me disait « Le Muay Thai, il est plus fort. » Puis là, tu sais, la matrice est sortie, puis c'était comme « Le Kung Fu, là, c'est le plus vieux art martiaux. » Mais le Jiu-Jitsu brésilien, moi, vraiment, à cause du UFC, puis quand on voyait Royce Gracie, de la célèbre famille qui a amené ça, c'est vrai que tout d'un coup, ça a survécu autant encore aujourd'hui. C'est indéniable l'impact que ça a. Puis tout ce que tu me dis, c'est, mettons, un gars qui commencerait dans l'UFC aujourd'hui, tu dois acquérir ça plus rapidement pour percer. C'est ça que tu nous dis. Absolument. Sinon, tu vas être trop facile à pointer. OK, lui, il fait aucun jiu-jitsu, on l'amène au sol, puis on finit ça, puis on passe au prochain. Il faut vraiment avoir... comment je pourrais dire? Il faut vraiment...
C'est quoi le terme? Les bases. Pas seulement la base. Fondamentale. Il faut vraiment avoir un peu de tout. Il faut vraiment maîtriser le plus que tu peux dans chaque art martial. C'est pas seulement... faut pas seulement se spécialiser dans un, puis that's it, puis ignorer les autres. Il faut vraiment avoir de la variété dans ton arsenal. C'est intéressant. Tu parlais des finishes. Moi, je vais te le dire, il y avait un coup que tu faisais que quand je le voyais à la TV, je capotais. Je me souviens que j'écoutais ça. Moi, je trouve que, tu sais, tu as parlé du UCC. Ça m'a pris du temps à comprendre la nuance entre le UCC et le UFC. Parce que le UCC passait à RDS, on voyait les combats. C'était genre le samedi matin, je capotais de voir ça. Puis, tu avais développé l'espèce de coup de poing 360, le reverse punch, je sais pas comment le terme exact, mais... Spinning back fist. Hey, toi, là, tu l'utilisais, le spinning back fist, comme... Je pense que tu l'aimais beaucoup, ce move-là. Moi, je veux que tu me parles de ça. Quand est-ce que tu as commencé à dire « Je l'utilise », moi, je trouvais ça spectaculaire. C'est un de mes moves préférés, là. C'est vraiment dans le kickboxing professionnel. Je regardais beaucoup de combattants... il y en a un Américain qui s'appelait Dennis Alexio. Et lui, c'était un champion du monde des poids lourds en kickboxing. Et lui, il faisait beaucoup de spinning back kick et spinning back fist. Et c'est quelqu'un que j'ai regardé, puis j'ai dit, OK, je vais adopter ce style-là. Puis j'ai fait beaucoup de techniques comme lui, là. Ah, ben c'est ça. Là, tu sais, là, je le reconnais un peu plus, le côté que tu disais que tu étais un crowd pleaser. Ça faisait partie un peu de ça. Le coach, il stressait dessus quand tu l'utilisais. Il était comme là, mollo avec ce coup de poing. Là. Non, pas vraiment, parce que je l'utilisais pas tant que ça. Quand tu regardes mes combats, c'est pas... Non. Une couple de fois, tu peux le voir dans les highlights, mais c'était pas à chaque round que je faisais ça. Là. Je l'ai fait souvent, mais pas trop. OK. Ton nickname, c'est The Crow. C'est sûr que, tu sais, moi, quand j'étais jeune, tu t'appelais David Loiseau. J'étais genre, il a choisi son nom de vedette. J'avais de la misère à croire que c'était ton real name. Je trouvais ça trop cool. Mais d'où vient le The Crow? C'est qui a commencé à dire, on va l'appeler de moi? Je trouve ça tellement cool. Quand j'étais au secondaire, j'allais au collège Jean-Eudes. Et j'ai joué au football canadien. Ouais, c'est ça. Puis j'allais dire football américain, non. Football canadien. Et j'avais... tout le monde dans l'équipe avait un surnom. Puis là, c'était à mon tour de trouver mon surnom. Et puis là, j'en trouvais pas. J'étais comme, The Wolf. Puis là, il y en a un qui m'a dit, hey man, ton nom, c'est l'oiseau. Puis t'es noir. The Crow, man, The Crow. J'ai dit, yo, that's dope, man. That's good. J'ai dit, let's go. The Crow. Puis là, ça a commencé comme ça, puis c'est jamais parti. Ah, c'est drôle. Fait que Kim, toi, t'avais fait quand même d'autres sports. T'as-tu joué au foot, t'as fait des trucs? J'ai joué au soccer beaucoup quand j'étais jeune, et le football. Puis après, puis tu sais, si je faisais... Tu sais, beaucoup de jeunes, ils font 2 sports, 2-3 sports. Moi, c'était ou bien un sport, ou bien le soccer avec un art martial, ou le football avec un art martial. Ah, j'adore ça. T'as-tu dû t'expatrier beaucoup pour te préparer en vue des combats? Tu sais, on entend souvent ça. Les gars, ils ont dû aller s'entraîner en Asie, à Vegas, à des places de même. Tu sais, toi, c'est des gros sous pareils. T'as dû faire ces choix-là. Ouais, j'ai investi beaucoup de temps et d'argent. J'ai fait beaucoup de camps d'entraînement à l'extérieur. Des camps d'entraînement aux États-Unis, en Californie. J'étais souvent à Miami en Floride. La moitié de ma famille était à Miami en Floride, alors j'y vais souvent. J'y allais souvent jusqu'à temps qu'il y ait le lockdown, mais j'étais souvent en Californie. Je me suis entraîné avec Dean Lister, ça c'est un champion du monde de Jiu-Jitsu. Avec Brandon Vera, ça c'est un autre champion de poids lourd de One Championship. C'était un ancien aspirant du UFC. J'ai fait des camps d'entraînement avec John Jones. Wow! T'as rencontré John, t'as sparé avec John? John Jones. Avant qu'il signe avec l'UFC, il venait souvent à Montréal faire des camps d'entraînement. J'ai fait du sparring avec John Jones, Rashad Evans. J'ai Rashad Evans beaucoup de fois, surtout en Floride. Oui, c'est ça, je me doutais qu'il était originaire de la... J'ai fait mais Rashad, j'ai commencé avec lui au Nouveau-Mexique. On a fait des camps d'entraînement. Georges Saint-Pierre et moi, on a été au Nouveau-Mexique, Albuquerque, New Mexico. Wow! Des camps d'entraînement, genre Rampage Jackson. Wow! En Californie, j'étais avec lui.
À ce moment-là, tu pouvais-tu déjà voir, parce que là, toi, je pense que t'étais de la génération un petit peu en haut de eux, le Rampage un peu moins. Non, même génération. Rampage, j'étais là un peu avant moi. Oui, c'est ça. Ouais. Eux autres, tu voyais-tu déjà le niveau, tu sais, mettons, John Jones, tu voyais-tu déjà à ce niveau-là, à cette période-là, à quel point il pouvait devenir un top dans ce domaine-là? John Jones, ouais, après le premier sparring, j'ai dit, si ce gars-là, il continue, il y avait comme peut-être 3-4 combats, et puis il a fait un sparring avec moi, puis j'ai dit, wow! Ce gars-là, il est spécial. Tu sais, le sparring, c'est contrôlé. C'est vous donnez une chance. Là, il n'y a pas d'affaire de on va pour le KO et tout. C'est technique, mais j'ai vu ses réflexes, ses yeux, tout ça, la mère qui voit ce qui se passe, la mère qui réagit quand je mettais de la pression et tout. C'est des choses que moi, tout de suite, je sais. C'est le gars-là, c'est le gars-là. J'aime ça. Un sparring, 2 minutes. Peut-être en 1 minute, je peux voir. Ça, c'est quelque chose que j'ai. Ça, c'est un don que j'ai. C'est pas tout le monde qui l'a. Hein. Ah, OK. Raconte. Genre Saint-Pierre, tout de suite. Poup! Premier sparring. Première fois que j'ai touché, je savais. Patrick Côté, même chose. Tout de suite. Patrick Côté, là, c'est un des gars qui est. Un des gars avec. Tu sais, j'ai fait du sparring avec des pleins champions mondiaux. Patrick Côté, c'est un des gars qui est le plus précis. Lui, là, c'est quelqu'un qui est précis, contrôlé. Puis c'est genre. Si. C'est pas quelqu'un de méchant, c'est pareil. Mais s'il veut te knocker, il peut te knocker. Tu comprends? C'est quelqu'un qui vise très, très, très bien. Tu comprends? C'est comme, il y a des affaires que je vois de tout le monde, du monde qui frappe très fort. Rampage Jackson, c'est celui qui frappe le plus fort avec qui j'ai fait du sparring. Ouais. Georges Saint-Pierre, c'est celui avec le meilleur timing, le meilleur jab. Ah ouais. Patrick Côté, le plus précis, la meilleure précision. Lui, il va toucher là. Patrick Côté, il va pas garrocher n'importe où. Il va toucher là, il va toucher... Georges Saint-Pierre, très précis, bon jab. Là, je parle de striking. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses, mais là, je parle en point de vue frappe. Les coups de pied les plus forts, c'est Brandon Vera, c'est n'importe quoi. Ça frappe trop fort. En coup de pied, là. c'est n'importe quoi, ouais. Je sais pas si tu le sais, là, mais drette là, tous les gens qui sont ici, on est deux dans le studio avec Monsieur X, là, on a compris qu'on a crissement bien fait de t'inviter. C'est du bonbon ce que tu es en train de nous raconter là. Il y en a-tu que t'as surpris? Tu sais, des fois, c'est con à dire, là, mais on entend ça des fois qu'il y a déjà des gars qui ont sparé ensemble avant, puis il y en a un qui a eu le dessus dans le sparring. T'as-tu eu le dessus sur des gars que, tu sais, on aurait été surpris d'apprendre ça, tu sais, Evans, Jones? J'ai eu le dessus. Honnêtement, j'ai eu le dessus sur tout le monde et tout le monde a eu le dessus sur moi. OK, c'est le volet entraînement que ça arrive. Ça fait partie. Il y a des journées, moi puis Saint-Pierre, j'ai gagné des rampes, puis il y a des journées que c'est lui. C'est Côté, même chose. Tu sais, souvent, là, des fois, en sparring, si quelqu'un comme... on est des Québécois, là, Patrick Côté, Georges Saint-Pierre et moi... La raison pour laquelle on a eu des longues carrières, c'est parce qu'on contrôle le sparring. On fait pas des affaires à qui mieux, puis des guerres, puis on finit le sparring, puis on est assommé. Il n'y a pas de risque inutile. Pas de risque inutile, c'est contrôlé. Oui, on y va fort, on travaille fort, mais c'est contrôlé. Puis des fois, je me dis, OK, aujourd'hui, pas d'amener au sol, je vais travailler sur mon jab, puis juste des déplacements. Puis paf, ça va pas bien. Puis moi, dans ma tête, j'avais mon plan de match, puis ça n'a pas fonctionné, puis aujourd'hui... C'était comme ça. Mon partner, il m'a torché. Mais, OK, aujourd'hui, bang, on travaille sur ci et ça, puis lui, dans sa tête, il travaille sur quelque chose d'autre. Aujourd'hui, j'ai dominé. Tu comprends? Alors, le sparring, c'est vraiment du travail, on étudie, C'est pour ça, la raison pour laquelle on a eu des longues carrières. Tu sais, je me suis battu professionnellement pendant 14-15 ans. Une carrière de 14-15 ans dans les combats ultimes, il n'a pas beaucoup, tu sais. Alors, c'est important de savoir contrôler, savoir gérer l'énergie et l'intensité de ton sparring. Est-ce que tu considères que le sport à l'époque où toi tu te battais versus aujourd'hui a beaucoup évolué? Tu trouves que le niveau est rendu vraiment à un autre niveau? Ou tu considères que c'était quand même semblable? Il est semblable, c'est juste qu'il y a beaucoup plus de c'est juste que le nombre de combattants, il y a beaucoup plus de combattants qui sont complets. Okay. Ils sont de plus en plus complets. C'est comme avant un combattant comme Georges Saint-Pierre qui est vraiment complet, c'était très, très, très rare.
Ouais. Mais là, maintenant, il y en a beaucoup plus. Là. Tout le monde pratique un peu de tout. Là. Tout le monde est bon, tout le monde est complet maintenant. Alors, c'est intéressant. Ouais. Toi, tu as parlé de Georges. C'est quoi votre relation entre vous autres? Parce que, tu sais, eux, je le vois souvent, ils posent des photos avec toi qui étaient, tu sais, mettons, Georges tout jeune. Tu sais, tu sais, puis ils te présentent tout comme le modèle, le gars que, tu sais, t'étais l'inspiration. Toi, c'était qui tes inspirations à cette époque-là? Parce que c'est sûr que Van Damme pouvait t'inspirer, mais c'était pas un gars de MMA. Toi, c'était qui ton modèle, le gars qui t'inspirait le plus? La personne qui m'a fait cliquer, puis j'ai dit, OK, I can do it, c'est Vitor Belfort. C'est un combattant brésilien qui, dans le temps, qui était un élève, il était sous les Gracie, sous Carlson Gracie. Ouais. Et puis, c'est ça, de late Carlson Gracie, c'est un grand maître. Et puis, lui, il a gagné ses combats, ses premiers combats avec ses coups de poing, avec sa boxe. C'était un ceinture noire jiu-jitsu qui était sous Carlson Gracie, mais il a commencé à gagner avec les coups de poing. Puis là, je dis, oh, OK, tu peux réussir dans le sport avec des coups de poing. Là, moi, je pensais que c'était seulement du grappling et du jiu-jitsu. Fait que là, j'ai dit, OK, let's go. Puis là, c'est vraiment quelqu'un que j'essayais de... Son modèle de combattant. Ouais, il m'a vraiment inspiré beaucoup. Vitor Belfort. Aviez-vous une belle relation entre vous autres, les combattants? Étiez-vous accessible? Réussissiez-vous dans ce temps-là, vous appelez, vous demandez des conseils? Comment ça se passait? C'était pas... Quelqu'un comme Belfort, surtout, c'était pas accessible comme aujourd'hui. Là. Non, c'était... Puis surtout, dans le temps, tu sais, j'ai commencé à les combats 99, 2000, 2001. Il y avait les médias sociaux et tout. On n'était pas connectés de la manière qu'on est connecté maintenant. Aujourd'hui. C'est vraiment intéressant, ça. Qu'est-ce que tu penses qui a été la clé de ton succès encore aujourd'hui? Tu dis que tu as appris des choses, mais selon toi, c'est quoi qui a vraiment fait la différence là, dans le fait que tu as réussi à continuer puis gagner des combats, devenir champion UCC et tout ça? Ma persévérance. Je suis quelqu'un qui... ça, c'est un autre don. Le don de ne pas abandonner. Là. Moi, je vais perdre 10-15 fois, puis je me relève, puis... Ouais, on recommence-tu? Tu peux me battre aux échecs 20 fois. Ah, OK. Moi, j'ai une habilité facile à oublier. À oublier mes échecs, puis continuer d'aller vers l'avant. Puis ça, c'est comme on dit, a gift and a curse. Je comprends. Des fois, des fois, ça t'aide, des fois, ça te... Faut apprendre. Faut apprendre, tu sais. J'abandonne pas, je suis quelqu'un qui fonce, qui arrête pas. Ça marche pas de cette manière-là, je vais trouver quelque chose d'autre. Puis c'est une autre chose aussi, je suis très têtu. Fait que... Ça prend ça. Fait que si on me dit que... Moi, quand j'ai commencé les combats ultimes, ben, tu vas jamais vivre de ça. Il n'y a pas d'argent là-dedans. Non. OK. Moi, tu t'en foutais. Moi, c'est très facile pour moi d'ignorer les gens ou bien les bloquer. Là. Tu sais, sur Instagram, bloquer quelqu'un, ben moi, dans la vraie vie, c'est très facile pour moi de bloquer quelqu'un de négatif qui crache sur mes rêves. Bah! Moi, passe à autre chose. Oh, moi, j'ai aucun problème. C'est une qualité essentielle, je pense. Absolument. Tête de cochon, on va dire. Quand il y a... De toutes les personnes que je nomme depuis tout à l'heure, les champions, les Georges Saint-Pierre, les Patrick Côté, les ci, les ça, c'est tous des gars qui sont têtus, quand ils ont un objectif, ben il n'y a personne qui va les empêcher de les atteindre. C'est une qualité à avoir. Tu peux pas écouter tout le temps tout le monde et faire plaisir à tout le monde. Quand dans le chemin, quand tu t'en vas vers dans la route, c'est la route vers ton objectif, mais il va y avoir beaucoup de distractions, beaucoup de personnes qui vont essayer de te décourager, parce que c'est faire ce qu'on fait, c'est accomplir quelque chose de grand, de dangereux, et puis c'est très inconfortable. Alors beaucoup de gens qui vont te voir en route vers les combats, vers l'objectif, ton objectif, ben ils vont dire ça les rend inconfortables parce que toi tu fais quelque chose de tu sors des sentiers. Ouais, tu sors du confort.
the comfort zone. You get out of the comfort zone pour aller vers tes rêves. Alors, c'est normal que ça fasse. On fait des jaloux, t'as dû en faire, t'as dû en voir dans absolument, le absolument, puis ça va pas arrêter. Là j'ai décidé de commencer à faire des films. Des films, moi, j'ai commencé j'ai fait beaucoup d'auditions et tout, puis j'ai pas vraiment réussi à avoir des rôles, alors j'ai commencé à écrire. J'ai vu, et créer mes propres choses, et là, j'ai 2 films sur YouTube. J'ai combiné, j'ai 2 millions de vues. C'est malade. 2 millions de vues. J'ai des appels. Je parle à beaucoup de monde là-bas. Et c'est spécial quand tu sais, ça vaut la peine d'avoir des grands rêves et de travailler fort. Et it's worth it. Ça vaut la peine parce que, tu sais, j'avais vu une quote une parole, c'est « Just dare to dream ». C'est comment? C'est genre... Prends la chance de rêver. Tu sais jamais où ce que ça peut t'emmener. Mais t'es un bel exemple parce que ce que je trouve cool, c'est un peu comme Pat. Tu sais, Pat, quand il était venu ici, il me disait « Je commence les cours d'acting, j'aimerais ça jouer dans des trucs. » Puis là, man, tout débloque. Puis ça m'impressionne quand un gars, tu sais, tu t'as compris ce que ça prend pour arriver à un niveau, atteindre ce que tu veux. Toi, t'es rendu là. Puis ça, tu sais, il n'y en a pas un défi d'un matin. Tu voudrais devenir le meilleur joueur d'échecs. Tu saurais qu'est-ce que ça prend pour y arriver. Tu sais, c'est ça. T'as développé ces capacités-là. Puis le UFC, c'est le MMA, en fait, c'est ça que ça t'a amené. C'est ça que tu me dis. Un peu là, de foncer même les challenges quand ça arrivait. Exactement. Faut toujours foncer, avoir la tête dure. Faut avoir la tête dure, mais aussi faut être ouvert d'esprit. Parce que souvent, ton objectif, tu veux l'atteindre, oui, mais il y a quelqu'un qui l'a déjà atteint plus facilement que toi. Alors des fois, c'est important de prendre conseil ça, tu le fais, ouais. Personnes. Ouais, c'est important parce que... C'était qui, toi, ton gars de conseil MMA à l'époque? Tu le faisais-tu déjà? Tu sais, vers qui tu tournais? C'était dur. C'est ça l'affaire. Moi, j'avais pas de... Le mentor, c'est ça que je voulais dire. On en venait à ça. C'est ça l'affaire. La raison pour laquelle il y a beaucoup de buts que j'ai pas atteints, c'est... J'avais pas personne à qui regarder, à qui... t'as fait quoi pour devenir... pour te rendre au UFC? Tu sais, juste se rendre au UFC, déjà là, j'avais aucun mentor, il n'y avait aucune personne que je connaissais personnellement qui s'est rendu au UFC de Montréal, du Québec. Fait qu'il a fallu que je m'inspire de moi-même, que je m'inspire de mon... il fallait que je travaille fort, c'est tout. Je travaille fort, puis il faut visualiser, me voir dans l'UFC. Ça, c'est quelque chose que je faisais beaucoup, me voir dans l'UFC en train de combattre, faire de la visualisation. C'est quand le déclic que ça t'a permis d'aller dans l'UFC? C'est vraiment la UCC, quand tu es devenu champion, que là, il y a une ouverture? Parce que l'UFC faisait pas beaucoup d'événements avant. Il faisait un événement chaque 6 mois. Et là, il y a un combattant, il y a beaucoup de combattants qui faisaient du va-et-vient, qui faisaient des combats dans l'UFC, puis pendant les 6 mois, 1 an qui se battaient pas là-bas, il fallait qu'ils travaillent, qu'ils fassent des combats ailleurs. Fait que là, il y en a un qui s'appelait Tony Strickland, qui était dans l'UFC, puis qui est venu faire un combat, un tune-up contre David Loiseau. Tu me niaises. En 2002. En 2002. Ça a mal fini. En janvier 2003, il a fait un tune-up contre David Loiseau. Il a perdu par KO technique au premier round. Et ça a ouvert les portes. The rest is history. Ouais, là, Dana White a contacté Stéphane Patry. Il a dit, c'est qui lui qui a battu? Puis là, on m'a donné une opportunité. Puis en juin 2003, premier combat, American Airlines Arena à Miami, en Floride. En plus, dans la maison, la résidence secondaire de David Loiseau. Exactement. Tu dois avoir du monde là. Y avait-tu des gens que, même si t'es rendu là, ils sont venus te voir? Oui, ils sont venus. J'ai pas beaucoup de monde, mais c'était... le sport était pas aussi gros qu'avant, là. Que maintenant, je veux dire. Dans le temps, c'était en 2003, c'était pas plein. Il y avait pas beaucoup de monde dans la foule, mais j'ai eu une dizaine de personnes de ma famille, mes amis qui sont venus. Toi, pour toujours, tu sais, ça, c'est beau, man, de dire ça. Puis ça, j'espère que tu dois te le faire dire tellement de fois, mais pour tous les Charles Jourdain, GSP, name it, là, t'es le premier Québécois qui a représenté tout le bagage, le volet francophone au UFC. Chapeau, je sais pas comment tu vis ça. Après, là, ça devait être... je sais que c'était...
c'était gros en titi, là, ça n'a pas de sens, là, tu sais. Ouais, c'était gros, c'était spécial. Mais tu sais quoi, c'est vraiment... Je suis content d'avoir gagné, surtout le premier combat. Oui, c'est ça, j'allais dire, c'est tellement important. Ouais, j'ai brisé la glace avec un KO au premier round. Tu sais, moi, ce qui me rend fier, c'est des fois de demander à Dana White, aujourd'hui, appeler Dana White, parler de David Loiseau, respectueux, poli, quelqu'un qui... Tu comprends? Le monde me respecte parce que j'ai jamais manqué de classe et de respect envers personne dans le sport. Je suis quelqu'un de très, très, très respectueux, très poli. Puis ça, c'est plus important que les victoires, les défaites, les championnats. Je suis un bon exemple pour la prochaine génération. Et c'est ça qui me rend fier. Ça, t'es content de ça. Oui, parce que c'est sûr, tu sais, toi, t'es arrivé à l'époque où la UFC avait besoin... je vais appeler ça comme ça, mais je veux dire, la UFC avait besoin d'aide parce que c'était pas encore ce que c'est aujourd'hui. Tu sais, à cette époque-là, je sais pas comment le dire, mais c'était encore un sport qui se battait pour sa survie, pour son intérêt. Fait que, tu sais, toi, t'as contribué à ça. Je trouve que t'as livré des bons combats, des trucs on regarde encore aujourd'hui. Tu sais, les KO, tout ça, c'était des affaires que... Tu sais, tu disais que t'étais un crowd pleaser, mais, tu sais, je veux dire, la UFC avait besoin de ça. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, je suis sûr que t'es quand même content. C'est-tu indiscret de te demander... Moi, j'étais curieux de savoir... Parce que tu as parlé des sous, c'est des bouts. Comment tu pouvais gagner, par exemple, un combat comme ça au UFC dans les débuts? Là, point de vue argent, c'était assez difficile, c'était assez dur survivre avec le UFC. Mon premier combat UFC, j'ai fait... C'était 3 000 plus 3 000. J'ai eu 6 000 $ pour mon premier combat UFC. Oh, ouais, c'est des peanuts. C'est quasiment du bénévolat. C'est vraiment... ouais, pour les coups pis ça. Hey, les combats que j'ai faits, tu savais. Mais il y avait beaucoup de commanditaires. Il y avait des commanditaires qui aidaient vraiment. Ça a vraiment aidé avec ma carrière. Comme quoi? Comme quelle compagnie? T'as-tu le droit de nous le dire? Y en a-tu qui t'ont aidé? Il y en a beaucoup, puis je veux pas en nommer une, deux, puis après j'oublie les autres. T'es trop fin. Mais tu sais, il y a eu beaucoup de gens qui ont supporté le Rise, t'es reconnaissant. Ouais, le sport, c'est vraiment, je suis vraiment super content et beaucoup de gratitude envers les gens qui m'ont supporté. Puis ouais, c'est ça. Pour de vrai, il y a beaucoup de gens qui m'ont supporté, beaucoup de compagnies. Parce que je me suis battu professionnellement pendant 15 ans. Fait que c'est sûr que je vais en oublier si j'en ai une ou deux. Il n'y a pas de trouble. L'oiseau, tu te souviens pas de nous, là? Wow, sorry. Je m'excuse, monsieur. Non, mais c'est ça. C'est vraiment... je remercie tout le monde qui m'ont supporté. Parce que j'ai travaillé vraiment fort. Ah oui, je te crois. Moi, j'ai vraiment fort. J'ai eu des opérations au genou, à la main. Là. Je me suis blessé plusieurs fois. J'ai beaucoup des commotions et tout. Et c'est dur. Hein. C'est un sport qui n'est pas facile. Et même après la carrière, c'est pas tout le monde qui sont des fans de moi. Il y a beaucoup de monde qui critique ma carrière. J'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Il y a du monde qui sont pas gentils. Hein. Sérieux? Absolument. Il y a beaucoup de gens qui sont pas gentils. Des gens qui, si tu leur demandes aujourd'hui, ouais, qu'est-ce que tu penses de l'oiseau? Il aurait pu faire ci, il aurait pu faire ça. Ben là, à l'époque, on s'entend. Comme tu dis, t'étais dans l'époque, il y a beaucoup de combattants légendaires à cette époque-là, que même eux, il y avait pas de chemin tracé. Exactement. C'est ça qu'il faut se rappeler. C'est ça, être un pionnier. Je suis quelqu'un qui vraiment... J'avais pas de comment on dit, un blueprint en français. Ouais, c'est ça, un plan de match. J'avais pas de plan de match. Moi, c'est vraiment... un combat à la fois. Au fur et à mesure, OK, ça fonctionne. Cette diète-là, ça fonctionne pas bien. Je me sentais pas bien. Tu comprends? Il y a plein de... Là, maintenant, aujourd'hui, un combattant, c'est... voilà ce qui fonctionne. Voici, tu manges si tu t'entraînes, tu fais tant de cardio, il faut que tu fasses tant de pratiques de jiu-jitsu par semaine, tant de striking, combo au sol, de boxe, de course. Avant, c'était... Vous le saviez pas, vous faisiez au meilleur de votre connaissance. Exactement. On essayait ci, on essayait ça. Moi, j'étais le guinea pig. Hein. C'est quoi en français, guinea pig? Ouais, je comprends, le cobaye. J'étais le cobaye. Moi, j'étais le cobaye pour les combats ultimes au Québec. Tout ce qui se passe aujourd'hui,
quand Georges a commencé à s'entraîner avec moi, tout ça, il me posait des questions. Hey David, ça c'est-tu bon? Je dis non, 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 don't do this. Fais pas ci, fais pas ça. Tu comprends? J'étais vraiment le cobaye. Pendant des années, il y a plein de choses, plein d'erreurs. Puis il y a aussi des combattants qui ont vu ce que j'ai fait, puis ils ont dit, OK, l'oiseau fait ci, ça n'a pas fonctionné, alors je vais pas le faire. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est toute l'époque, pas des erreurs, là, mais comme, tu sais, je veux dire, c'était le début, c'était pas encore ce que c'était, mais c'est quand même intéressant d'entendre ça. Tu sais, moi, je trouve ça écœurant, là, de savoir là, les conseils, les affaires. Quelqu'un d'intelligent apprend de ses erreurs, mais quelqu'un de très intelligent apprend des erreurs des autres. Ouais, c'est ça. Toi, au début, y en a-tu une erreur? Tu vois, t'as demandé ça, y en a-tu une, t'as fait, hey, ça va m'amener à la victoire, je sais pas, une diète, une technique, une affaire que t'étais confiant, puis à y repenser aujourd'hui, tu fais, j'aurais tellement pas dû faire ça. Oui, mais à un moment donné. Ça se raconte-tu? Ouais, ben oui, à un moment donné, je me souviens, c'était un combat contre Joe Dorkson. C'était un combattant qui était classé dans le top 10 dans le temps. Et là, il y avait un. Je m'entraînais beaucoup avec des boxeurs. Okay. Des boxeurs dans le temps, là, les boxeurs jouaient chez Alcine et tout. Là, je m'entraînais au club de boxe champion. Nice. C'est quand les frères Grant, avant, ils étaient là-bas, Otis Grant et compagnie. Howard Grant, Otis Grant. Et je me souviens plus c'était qui, mais il y avait un des boxeurs. C'est pas bon signe si tu t'en souviens pas. Non, c'était pas un boxeur. C'est pas un boxeur pro, c'était un amateur, un boxeur amateur qui me disait, on discutait après une pratique, puis il me disait, ouais, Mohamed Ali, il courait 2 fois par jour, là. Il faisait du jogging 2 fois par jour, blablabla. Les champions, ça s'entraîne, puis ça court 2 fois par jour. Je dis, ouais, ok, je vais commencer à courir 2 fois par jour. Mais l'affaire, c'est que les arts martiaux mix, là, faut faire de la boxe, faut faire du conditionnement physique, faut faire du jiu-jitsu brésilien, faut faire du muay thai, de la lutte. Il y a tellement de choses à pratiquer. Tu peux pas te permettre de courir, d'avoir 2 sessions de course par jour. Dans une journée. Tu gaspillais tes énergies ailleurs. Exactement. Fait que là, j'ai commencé à courir 2 fois par jour pour ce camp d'entraînement. Mohamed Ali, you know. Ouais, c'est ça. Fait que là, je faisais une pratique de jiu-jitsu ou bien une de jiu-jitsu, une de boxe ou de muay thai. Et je faisais mes 2 courses par jour. J'ai fait ça pendant 1 mois. Quelle distance pour le fun à peu près? À peu près, moi c'était le temps, c'était de 30 à 40 minutes. OK. 2 courses de 30-40 minutes. Des bonnes courses. Je suis arrivé au combat mort, fini, fatigué, surentraîné. Ma motivation, ma testostérone était tellement basse. J'ai réussi à gagner le combat par décision, mais de peine et de misère. J'ai dit. Puis là, T'as-tu recroisé le gars? T'as-tu recroisé ce boxeur-là? Ouais, j'ai recroisé, mais on en a pu reparler. J'ai gardé ça pour moi. J'ai dit, hey, man, t'es la première personne à qui j'en parle. Yeah! Oh, j'en ai jamais parlé. Révélation Sportcaster, merci mon gars. That's it, bro. Moi, je trouve ça drôle parce que là, j'essaie d'imaginer que toi, à chaque fois après que t'écoutais, tu sais, quand le film avec Mohamed Ali et Will Smith est sorti, puis là, tu le voyais faire sa course, toi, tu te disais, non, that's bullshit. Non, ben c'est ça, c'est old school, puis l'affaire aussi, c'est what works for you. Tu comprends? Si ça fonctionne, si ça marche pour toi, fais-le. On a chacun un corps différent, on réagit tous différemment à différents entraînements, à différentes diètes, à différents nutriments. Alors, c'est important de trouver ce qui fonctionne pour toi. Tu comprends? Ça, c'est quelque chose aussi. C'est pas à cause que il n'y a pas de recette tout fait pour toi. Exactement. Tu comprends? Si un meilleur exemple, c'est si Mike Tyson avait essayé de se battre comme Mohamed Ali, mais peut-être qu'on n'aurait pas connu Mike Tyson. Je catch. Il a fallu qu'il fasse autre chose. Il a fallu qu'il fasse ce qui marche pour lui. Son style à Mike Tyson, là, rester compact, bouger la tête, ben ça c'est l'opposé de Mohamed Ali. Et si Tyson aurait essayé de se battre comme Ali, ben ça n'aurait peut-être pas marché. Exactement. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Tu comprends? Chacun, faut trouver ce qui fonctionne pour toi. C'est pour ça que c'est important d'essayer différents styles, essayer différentes diètes, essayer différentes manières de s'entraîner.
C'est très important. Je trouve ça vraiment intéressant. Tu as parlé de Dana White, qui est quand même un personnage légendaire du UFC. On peut pas l'enlever. Je vois déjà que tu souris un peu dès que je parle de lui. Tu veux-tu m'en parler un peu? As-tu des anecdotes à me conter? Est-ce que tu tires un bon souvenir? Parle-moi de lui. Parle-moi de comment tu as vécu ton lien avec lui. Parce qu'il a réellement l'air impliqué, mais on sait pas quoi penser de lui. Il a tellement été dur à l'endroit de Georges par moment. Certains combattants... C'est un homme d'affaires. Dana White, c'est un homme d'affaires qui le monde oublie, pas oublie, mais ils sont pas au courant du travail que ce monsieur-là a mis pour faire grossir la compagnie, faire grossir le UFC. C'est jusqu'à aujourd'hui, il voyage à chaque semaine, chaque 2-3 semaines pour les combats et tout. C'est une vie de fou, là. C'est une vie de fou, c'est tellement de travail acharné pendant des années. Et c'est un promoteur. Alors, il doit vendre son produit. Il doit... Tu sais, si tu veux pas te battre contre lui, là, ben il va trouver un moyen de te toucher pour ben ouais, mais c'est comme ça que... T'as-tu un exemple? T'as-tu vécu ça? Pas moi personnellement, mais tu sais, des fois de la manière qui a parlé à Georges publiquement, ben c'est sûrement pour le déclencher, pour déclencher quelque chose dans Georges pour qu'il puisse revenir ou pour qu'il puisse, tu comprends, c'est Tu l'as-tu côtoyé plusieurs fois, tu sais? Dana White, ouais, souvent, surtout dans le temps que j'étais dans mon prime puis j'avais mes gros combats et tout là, il était respectueux, il était cool, respectueux avec moi, tu sais, on n'a pas été proches pendant assez longtemps pour avoir de la friction ou rien. Je me souviens, après mon premier combat UFC, c'était à Miami, on était dans l'hôtel. Hey kid, you did great, man. This is good. This was a good fight, good knockout, man. I didn't know. You got anybody? You got partners? You got fighters? You got guys with you that are good like that? I said, yeah. There's one guy. At 170. His name is George. Oh! Ça, c'était en juin 2003. Tu me niaises? His name is George. Oh, yeah. And then I said, yeah, speak to Stéphane. Speak to Stéphane. He's solid. Ah ouais. Puis ça a starté de main. Il savait pas c'était qui? Mais non, il savait pas c'était qui. Wow! Mais non. Bah, c'est fou raide, ça. Ah ouais. Toi, aujourd'hui, ta relation justement avec Georges, c'est quoi? Georges, il a l'air très respectueux de... Tu sais, pour lui, là, ça ressort, je vois... Tu sais, il met souvent des vieilles photos de vous autres, là, ben ouais, dans les trucs, ces réseaux sociaux. Tu sais, Georges, tout le monde, c'est... Avec l'âge, il y a sa famille, sa vie, la même chose avec moi, sa carrière. On a chacun notre propre affaire. On se côtoie pas souvent. Moi, pas de côté, Georges Saint-Pierre, on se côtoie pas souvent, mais quand on se côtoie, c'est comme s'il y a rien. C'est comme si on s'est vu hier. Ouais. Je veux dire, c'est juste qu'on a chacun... Pour réussir dans ce qu'on fait, ben, il faut être focus, il faut faire nos affaires comme il faut. Je comprends. Mais vous êtes des vrais amis. Hein. C'est une vraie... Ça, c'est des choses on a un bond, on a un lien qu'on peut pas briser. C'est avoir fait des camps d'entraînement ensemble, puis les victoires, les défaites, les échecs, la réussite, les blessures, c'est les hauts, les bas, ça crée des liens très, très, très forts. Puis peu importe si on se parle pas pendant un mois, un an, c'est quelqu'un comme Georges, quelqu'un comme Pat, c'est des gars qui on compte chacun, on peut compter un sur l'autre. Wow, c'est vraiment cool d'entendre ça. Ouais. Toi, tu as vécu dans le fond de près quand même tu sais, Georges, qui nous a habitués à tellement de victoires, mais quand même un moment de tournant, je constate dans sa carrière, c'est la défaite contre Matt Serra. Ouais. Toi, vous avez dû vous parler dans cette période-là. J'étais dans son coin. Ouais, c'est ça. Je me souviens que j'avais vu des images, mais j'étais pas sûr. Mais... J'étais dans le coin à Georges pour tous ses combats UFC, à part ceux où j'étais sur la même carte. Ouais. À partir de... Après Matt Serra, il a changé le coin, et puis là, il a mis des tu sais, on a eu une conversation, on disait, on parlait de Mohamed Ali et tous les grands champions, mais ils avaient pas leur sparring partner dans leur coin, ils avaient des coachs. C'est important de mettre des coachs dans ton coin, du monde qui vont te dire les vraies affaires et ci et ça. Alors, c'est là que Georges il a changé son coin et tout. T'as vécu ça avec lui? Ouais, j'ai vécu ça avec lui. C'était un moment tournant pareil. Ouais, il a trouvé ça très dur, mais
t'as vu ce qu'il a fait avec sa carrière, avec sa vie et tout, là. C'est vraiment quelqu'un qui a tourné quelque chose de négatif en positif. Il a atteint un sommet après. Regarde où ce qu'il est rendu, là. C'est incroyable. Avez-vous eu la discussion, parce qu'il y a eu beaucoup de volets entourant le combat que tout le monde parle au UFC, tu le sais, c'est le combat entre Georges Possible et Nurmagomedov, qui est un très grand champion. On comprend le combat de trop, toute cette détermination-là. Je présume que peut-être tu en as déjà jasé avec lui de ça. Ça n'a jamais été sa table. Non. Ça, c'est des affaires récentes, là. Non. Surtout quand je parle à Georges, j'essaie d'éviter de parler de ce que les gens parlent en ligne et tout. Là. Il l'amène. S'il l'amène, je vais en parler, mais moi, je parle de la famille, ça va? La vie, comment ça va, la vie? Hein? Hey, tu comme deux amis. Là. Ouais. C'est quoi tes entraînements ces temps-ci? Là? La diète. Ça, la dernière fois que j'ai parlé, c'est le jeûne intermittent. Le fasting. Le fasting, on est là-dessus, ça fait un bout de temps. T'aimes-tu ça, tu fais ça? Ouais, je fais ça, ça fait une dizaine d'années que je fais fait que toi, quand il y a de nouvelles modes de régime qui sortent, tu fais on a connu ça. Ben oui, ça fait un bout de temps que... Je comprends. Qu'est-ce qui fait que, Georges, quand tu le voyais, tu t'entraînais avec lui, qui a fait de vraiment bien, selon toi, qui l'a amené au sommet? C'est où le bout que tu as dit, là, vraiment, il est allé chercher un élément? C'est-tu le volet homme de coin ou il y a d'autres choses? Tout le monde s'entraîne fort. C'est que Georges s'entraîne fort. Je m'entraîne fort. Pas de côté s'entraîne fort. Rashad Evans, John Jones, tout le monde s'entraîne fort. Ça, c'est... Believe it or not, c'est facile de s'entraîner fort. Georges, c'est une des choses. Il y a deux choses. La première chose, c'est dans le combat. C'est son habileté de garder le plan de match et de s'adapter aux combattants. Si le plan A ne fonctionne pas, il y a un plan B, C, D. Georges, c'est quelqu'un qui s'adapte comme ça. Wow. Après 1 ou 2 minutes, si son plan de match initial ne fonctionne pas, il s'ajuste très, très, très vite. Puis il reste discipliné. Si la foule commence à huer, Georges n'entend rien. Georges, son focus, c'est n'importe quoi. C'est incroyable. C'est quelque chose de sous-estimé, sous-apprécié. Tu comprends? C'est quelqu'un qui... quand la cloche sonne, ding! OK. C'est intéressant de comprendre ça. Venant d'un combattant, là, de le savoir, là. C'est vraiment intéressant. Aussi son habileté, son vouloir d'être inconfortable. Il est confort, il a l'habitude d'être confortable dans l'inconfort. Tu comprends ce que je veux dire? C'est lui, là, il va aller s'entraîner en jiu-jitsu avec les meilleurs gars en jiu-jitsu à New York. Il va aller à la lutte avec les meilleurs lutteurs. Il va aller boxer avec les meilleurs boxeurs. Tu comprends? Puis ça, c'est l'inconfort. Ça, on l'a tous fait, mais lui, il a commencé dès le début. Dès le début, là, quand il a commencé à s'entraîner, là, dès le début, il a été au Tristar, il est venu faire le sparring, il a été à la lutte, au Montreal Wrestling Club avec les lutteurs russes. Moi, j'ai été des années après parce que j'étais une fois au début, je dis, c'est inconfortable. Hein? Georges, il est resté. C'est vraiment intéressant. Ouais, Georges, ça, c'est un exemple à suivre. C'est être confortable dans l'inconfort. Et ça, c'est quelque chose que je fais maintenant, aujourd'hui. Là, c'est les douches froides. Moi, t'es prêt à y aller. Là. Absolument. C'est très intéressant. Ouais. Moi, j'ai remarqué que dans tes combats, t'es un des gars qui impliquait le plus les coudes. Moi, je veux jamais recevoir un coup de coude de ta part, mon gars. Je sais pas si c'est ressorti, mais c'est quelque chose quand même que tu as ramené dans ton style de combattant où c'était très présent. Je me trompe-tu? C'est quelque chose que tu voulais dans ton combat? Oui, les coudes, c'est quelque chose que j'ai commencé à pratiquer. Ça fait au tout début de ma carrière, mais... T'as surpris bien des gars avec ça, je pense. Oui. Ce qui est arrivé, c'est un négatif, quelque chose de négatif qui est arrivé que j'ai tourné en positif. J'ai perdu un combat par KO en 2001, janvier 2001, par Jason Saint-Louis. J'ai lancé plein de coups de poing, j'ai commencé le combat, je me suis vidé. Et là, je suis arrivé dans on appelle ça le clinch, le Muay Thai clinch. Et là, il a pris ma tête et boum, coup de genou au visage. KO, boum. Là, ça, c'était une technique de Muay Thai. Mais dans ce temps-là, je faisais jiu-jitsu brésilien, je faisais de la lutte,
je faisais de la boxe et j'étais ceinture noire en taekwondo, mais aucun Muay Thai. Le Muay Thai, c'est le clinch. C'est beaucoup de... C'est un gros morceau. Coup de poing, coup de pied, genou et coup de coude. Mais je travaillais pas les coups de coude, je travaillais pas les coups de genou. Et depuis ce moment-là, j'ai dit, plus jamais on va me dominer dans le Muay Thai. On va jamais me dominer dans le clinch. Et là, j'ai commencé à travailler les coups de coude et les coups de genou comme un acharné, comme un enragé. Et ça, c'est devenu... Ma faiblesse est devenue quelque chose où je suis devenu légendaire. On m'appelle la légende des coups de coude et tout. Oui, pour moi, c'est impossible de penser qu'à un moment, c'était pas ta force. Là. J'étais genre... Exactement. Ben, c'est à cause d'un KO que j'ai eu que j'ai réussi à tourner ça en ma force. Tu as parlé du KO. Est-ce que c'est indiscret de te demander aujourd'hui, tu gardes-tu des bobos du UFC physiquement? Là? Tu sais, c'est... Ouais, mais c'est sûr, mais bon, je pourrais dire, j'ai des opérations au genou, à la main, j'ai cassé ma main, j'ai cassé mon pouce et tout. Tu sais, quand il fait humide, là, t'as-tu fait ta main? Absolument, absolument. c'est ça. Absolument. J'ai eu beaucoup de blessures. J'ai eu des blessures avant l'UFC, avant les combats, dans ma jeunesse, quand j'étais plus jeune. C'est lourd à en parler, mais je dis, j'ai eu un accident d'auto quand j'étais jeune. J'ai eu une fracture de la colonne cervicale. C'était très dur. C'était très dur à surmonter. Tu peux voir, mais j'ai une cicatrice ici. Ouais, je la vois. On a passé par là pour arranger les disques et tout. C'est vraiment quelque chose qui m'a... Jusqu'à aujourd'hui, ça a créé beaucoup d'anxiété, beaucoup de PTSD. Je comprends pas ce moment. Ouais. Fait que c'était très dur pour moi de surmonter ça à l'âge de 18 ans mais t'as gardé des... J'ai réussi à passer à travers. C'est pour ça, c'est sûrement à cause de cet épisode de ma vie que je suis très, très stubborn, je suis très resilient. Je suis quelqu'un qui c'est dur. Ça t'a forgé. C'est dur m'arrêter. C'est dur m'arrêter. Quand j'ai un objectif, quand j'ai un but, c'est très, très, très dur. Moi, je suis quelqu'un qui... Abandonner, c'est même pas une option pour moi. C'est pas une option. Et c'est pour ça aussi que des fois, il faut apprendre à écouter les autres parce que des fois, il faut abandonner. Il faut savoir quand passer à d'autres choses. Je comprends. Parce que la mentalité never quit, never give up, c'est bien, mais des fois, là, c'est un combat de trop. Ça, c'est important d'en parler. Tu considères-tu que tu t'es rendu là? Y a-tu un combat, à un moment donné, que t'aurais dit? Je t'ai entendu un peu en parler dans le passé. Mon dernier combat... Mon dernier combat, c'était un combat contre quelqu'un, c'est à Edmonton. J'ai perdu par décision. Tu sais, c'est rien de mal qui est arrivé. J'ai pas eu de bobo, rien. Mais tu sais, genre, on clinchait, il me mettait contre la cage, puis il me donnait des coups de genoux dans les cuisses, tout ça. Puis c'est un combat très plat, très plat. Il n'est rien arrivé dans le combat. Puis là, après le combat, j'ai réalisé, man, you can't pull the trigger. Là, c'est rendu dangereux, là, que quelqu'un que tu devrais mettre KO au premier round, mais là, ça traîne pendant 3 rounds. Ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Comment tu t'es senti à ce moment-là? Je venais d'avoir une deuxième opération au genou, puis j'étais plus comme avant, j'étais plus explosif comme avant, j'avais plus la haine, je pensais à mon genou, je pensais, puis je pensais trop, puis j'ai dit, tu sais quoi, faut mieux arrêter un peu trop tôt qu'un peu trop tard. Fait que c'est là que je me suis dit, puis là, maintenant, je regarde ma carrière. Après le combat contre Rich Franklin en 2006, oui, j'ai eu des bons combats, j'ai eu des KO et tout après, mais j'ai jamais été... Au UFC, là, au haut niveau, j'ai jamais été le même. J'ai jamais été le même. Ah ouais, j'ai jamais été le même combattant. J'ai jamais été aussi... Qu'est-ce qu'il y a eu? C'est vraiment ça qui a eu l'impact de... C'est le combat, j'ai eu beaucoup de... T'étais usé rendu là? Ouais, j'ai eu beaucoup de... C'était pas... J'ai perdu par décision, mais j'ai eu beaucoup de commotions. J'ai eu beaucoup de coups pendant ce combat-là. Je me souviens, après le combat, pendant au moins 1 ou 2 mois, je marchais, je perdais l'équilibre. C'est à ce point-là? Oh, toi, t'es une des premières personnes qui sait ça. Mes parents savent pas ça, mes amis. T'es sérieux? Des fois, je marchais, je perdais l'équilibre. Aujourd'hui, ça t'arrive-tu encore, perte de mémoire, tout ça? Non. Hey, grâce à Dieu, ça, c'est quelque chose que j'ai... Surtout après ce combat-là, je perdais l'équilibre. Maintenant, j'ai minimisé mon sparring. Je faisais pas beaucoup de sparring.
Ça devait te faire peur. Là, tu commençais à dire, ouais, okay. Exactement. J'ai minimisé les sparring, les contacts, les coups à la tête. J'y faisais le minimum. Puis ça, il y a des gens, il y a des anciens entraîneurs que j'ai vus dans les entrevues, ils me le reprochent que je faisais pas assez sparring, mais les gens savent pas. Les gens, c'est facile de juger, pointer le doigt, mais tu sais pas par quoi la personne passe à travers. Tu comprends? Je veux dire, si tu sais pas... tu comprends? Je veux dire, ouais. Surtout que c'est quelque chose que tu t'en parles pas à voix haute. Guys, je marchais, j'ai perdu l'équilibre en marchant pendant un mois de temps. Tu comprends? C'est quelque chose que t'es pas fier. Surtout, dans ce temps-là, t'es un combattant, t'as l'ego, macho. Tu comprends? C'est comme tu veux pas montrer aux gens que t'es quelqu'un qui... C'est plus difficile. Ouais, c'est plus difficile. Communiquer ça. Ben, merci de nous partager ça. Moi, je trouve ça... Est-ce que tu considères que le UFC prend soin de ses athlètes? Est-ce qu'ils sont impliqués dans ce volet-là? Tu trouves-tu que... Tu sais, des fois, je suis toujours surpris de voir que des fois, il y a des combats. Il me semble que le gars s'est battu il y a 2 mois. Là. Je comprends pas cette histoire-là. Tu considères-tu que le volet sécurité, il est là pour vrai? Ou? Le volet sécurité, comment je pourrais dire, c'est ça, être un athlète professionnel. C'est à toi. C'est à toi de décider, de faire tes choix, de prendre les décisions. C'est à toi de le faire. Hein. Je me souviens, il y a Mike Tyson qui s'est battu, je me souviens, en 85 ou 86, il y a eu 15 combats professionnels. Il s'est battu 15 fois en 1 an. Ouais, ça n'a pas de sens. Il y a des fois, il y a des combattants qui veulent se battre souvent et des combattants qui veulent pas. À chacun son chemin. À chacun... Parce qu'il faut parler de la préparation. Dans les dernières années, on a parlé beaucoup du volet coupe de poids, qui semblait quand même être un sport pas pire. Aujourd'hui, tu sais, je suis curieux de savoir, est-ce qu'à l'époque, là, tu trouvais ça pénible, épouvantable? Comment tu vivais ça? C'est-tu vrai? Tu sais, on a vu des histoires d'horreur, là, des techniques pas possibles de bain, de sauna. Puis, tu sais, j'aimerais ça t'entendre là-dessus, genre, c'était des anecdotes, là. Ouais, ben, il y a une fois, je me souviens à Calgary, il me restait une dizaine de livres la journée même de la pesée. D'habitude, je perds 20 livres la semaine du combat. Je me promène, je marche à 205 livres, puis je finis, puis comment je pourrais dire, je coupe 20 livres en à peu près 6-7 jours. Alors, je fais une diète, puis je perds à peu près 6-7 livres, et le reste, je le fais dans le sauna. Puis là, ça sortait pas. Mon poids descendait pas. Il me restait 2 heures. Puis là, 2 heures? Il restait 2 heures. Et là, il me restait 8 livres à perdre en 2 heures. 8 livres en 2 heures? Puis là, ce qu'on a fait, on a pris un vélo stationnaire. On l'a mis dans le sauna. Tu niaises? Je pédale. J'ai pédalé. Boum, j'ai réussi 185 livres. Boum, j'ai fait la pesée comme ça. T'es-tu sérieux? OK, good. 185. Là, je me suis réhydraté et tout, puis j'ai fait le combat. Combien tu prenais au combat? Tu allais chercher un 20 livres de plus? Ouais, ben je reprenais mes 20 livres. Tu trouves-tu que ça a de l'allure? Ça a comme quasiment pas de sens. Je pense pas que c'est bon à long terme trop le faire, mais c'est à cause que c'est plus que la Ligue tolérait ça. C'est là que je suis comme... Ouais. Tout le monde le sait. Ouais, là. Mais l'affaire, c'est que souvent, comme mon combat contre Rich Franklin, je marchais, je me promenais à 195 livres. Fait que moi, j'ai perdu comme 8-9 livres avant le combat. Alors ça, c'était super facile. Il y a plusieurs combats où j'ai pas fait des grosses diètes. J'ai pas fait beaucoup c'était facile. Tu restais proche du poids. Ouais, exactement. Fait que j'ai pas trop fait souvent les diètes drastiques de 20 livres. J'ai pas fait souvent. Mais quand je l'ai fait, my God. J'ai jamais entendu ça. 8 livres, c'est bon, je suis content que tu me comptes ça. Qu'est-ce que j'allais dire? L'entourage, je t'ai parlé de Georges, l'entourage semble vraiment important, l'équipe, tout ça. Tu sais, toi, est-ce que l'équipe, tu considères-tu que tu étais bien entouré? As-tu eu l'occasion d'avoir les meilleurs autour de toi? Y a-tu des gens vraiment qui t'ont rendu service? Parce que le volet business semble jouer un impact considérable. On parle un peu de Dana White, mais tu sais, aujourd'hui, tu considères-tu que tu avais les bons hommes autour de toi pour t'amener au bon niveau? Oui, absolument. J'ai été bien entouré. C'est à cause que, point de vue business, là, comme je disais, c'était vraiment le début des combats. C'était une époque où il n'y avait pas trop de business. C'est pas comme aujourd'hui, là. Ce que moi, je veux dire, c'est
C'était pas aussi bien encadré. C'était pas encadré, non. Chacun, tu comprends, c'est genre mon entraîneur, le head coach, c'est Angelo Exarchos. C'était pas sa job à temps plein. Il faisait ça, c'était un passe-temps, le jiu-jitsu, puis nous coacher. Il faisait ça pour nous aider. Aujourd'hui, là, les coachs, là, Firas Zahabi et tous les gens. Ben ouais, mais ça, c'est des entraîneurs. Ça fait ça à temps plein. Greg Jackson, au Nouveau-Mexique, ça fait ça à temps plein. C'est des coachs qui font juste eat, sleep and teach and train athletes. Ils enseignent aux autres. Dans le temps, nous, quand on a commencé, c'était tout le monde faisait ça à temps partiel. C'était pas l'encadrement, c'était pas comme aujourd'hui. Pas aussi bon. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut faire une carrière en combat ultime, et le blueprint est là, puis c'est plus clair. C'est plus clair, exactement. Ouais. Est-ce que, parce qu'il faut que je t'amène là-dessus, le volet business, justement, est-ce que le volet business était plus difficile que gérer le volet préparation de combat? C'est-tu quelque chose aujourd'hui que tu vois différemment? Tu considères-tu que tu as été bien conseillé? C'est des choses... Point de vue business, qu'est-ce que tu veux dire par point de vue business? Ben, le point de vue business, c'est plus genre la gestion de ta carrière, la négociation de tes contrats. Tu considères-tu que tu as eu toutes tes chances, que tu as été bien encadré, que l'équipe qui te poussait, tu as parlé de Stéphane Patry, tout ça, tu considères-tu que tu as été bien encadré à ce niveau-là? Oui, mais il n'y avait pas d'options, hein, il n'y avait pas trop d'options. Fait que ce que j'avais... Écoute, j'ai réussi, grâce à Stéphane Patry et mes entraîneurs, j'ai réussi à être le premier à me rendre au UFC. Alors, ça a fonctionné. Ce qu'on a fait a fonctionné. J'ai fait des bons choix. Les premières grosses bourses que j'ai eues avec les commanditaires et tout, ben, je me suis pas acheté de bijoux, j'ai pas acheté de gros chars, j'ai acheté une maison. Tu comprends? Ma première maison, j'avais 27 ans. Alors, tu comprends, c'est comme j'ai fait des bons choix quand même là, avec mon argent. Personnellement, tu comprends, alors c'est... Parce que, tu sais, c'est pas indiscret. Tu l'as mentionné tout à l'heure que, tu sais, il y a des gens qui t'ont comme un peu pointé le fait que tu aurais pu nécessairement accomplir plus, puis c'est pas ça que j'essaie de te demander. C'est plus dans le sens que, des fois, j'ai l'impression que c'est pas de ta faute à toi. C'est que l'équipe ou l'entourage ou les agents ou le milieu je sais pas. Ouais, mais le sport en tant que tel est tellement jeune. Le sport est jeune, mais dans le temps, le sport, moi, je veux dire, on n'avait pas... Comme on le disait tout à l'heure, j'avais pas de modèle, j'avais pas de... OK, lui, il a fait ci. OK, pour se rendre là-bas, il a fait... Je savais pas. Alors, tu sais, un coach de kickboxing va dire... Surtout dans ce temps-là, il faut que tu fasses plus de kickboxing pour réussir dans ce sport-là. Parce que c'est lui, dans sa tête, c'est le kickboxing qui va dans un combat ultime. Un coach de jiu-jitsu voit seulement le jiu-jitsu. Un coach de lutte voit seulement la lutte. Alors, tu comprends, chacun va dire quoi faire, mais ça a été à moi de trouver ce qui fonctionne pour moi, pour pouvoir performer dans le sport. Y a-tu des choses qu'à cette époque-là, tu aurais fait différemment? Y a-tu des affaires que quand tu y repenses, tu te dis à ce moment-là, j'aurais voulu pousser plus, ou je sais pas, au niveau de la visibilité ou des opportunités? Non, j'ai quelqu'un, j'ai vraiment pas de regrets. Cool. J'ai quelqu'un qui je regarde, puis je suis comme, dans ce temps-là, ben, c'est ça qui fonctionnait. Moi, je me souviens, j'imprimais des cartes promo comme des flyers. Ouais. Des flyers, David Loiseau, champion UCC, blablabla. Puis je me promenais, puis j'en donnais au monde. Moi, je suis un fou. Moi, je suis un self-promoter. Quand j'avais des combats locaux, j'imprimais des flyers de moi. Je vais me battre à l'Auditorium de Verdun. Je donnais ça à des amis. Du monde qui disait c'est un show-off. Non. Moi, c'est... Ça a commencé de moi. Ouais, je faisais de la promotion. De self-promotion. Puis ça a fonctionné. Mon nom, il s'est rendu où ce qui s'est rendu au Québec. Puis après, ça a réussi ça a créé des opportunités pour moi pour avoir des combats au UFC. Puis ça m'a aidé à avoir des commanditaires et tout. T'as travaillé fort. Non, c'est correct. Absolument, moi, je te le demande absolument. parce que tu nous as mentionné un peu que c'est quelque chose qu'on te disait, que, tu sais, genre, il aurait pu tellement faire ci, ça. Puis là, j'étais comme, pourquoi moi, je le voyais pas, ce côté-là, que
tu sais, moi, dans ma tête, comme tu dis, ce que tu présentes, que le cheminement que tu as emprunté, tu l'as accompli puis tu es correct. Mais il semblait avoir un vide à un moment donné. Il y a beaucoup de personnes qui... mais moi, on me compare à qui? On me compare à Georges Saint-Pierre. Tu comprends ce que je veux dire? On me compare au meilleur des meilleurs. Mais l'affaire, c'est que combien de Georges Saint-Pierre qu'il y a? Only one. Tu comprends? Il y en a un seul. Tu comprends? Mais c'est à cause qu'il y a beaucoup de monde qui ont vu mon potentiel, puis ils ont vu que j'aurais pu me rendre au même niveau, bien, tu comprends? Aussi haut que Georges et tout, mais j'ai eu mon chemin de vie, puis ma carrière, moi, je suis fier. Je suis tellement fier. Correct. Quand je regarde ma carrière, j'ai zéro regret. Fantastique. Après tout ce que j'ai passé à travers dans ma jeunesse pour me rendre... Moi, j'ai grandi à Rivière-des-Prairies, OK? Puis c'est un quartier où tu peux aller dans le droit chemin ou le mauvais chemin. C'est comme ça. Comme du jour au lendemain, tu peux décider, OK, tu sais quoi, moi, je veux plus les gangs et tout. Je peux plus aller de ce côté-là. C'est plus le fun, c'est plus cool. Moi, j'ai décidé de pas être cool, puis moi, je voulais faire mes pratiques de kickboxing, de taekwondo, les arts martiaux. Moi, les arts martiaux m'ont gardé dans le droit chemin. J'aurais pu aller faire des affaires dans la rue et tout, facilement. Tu dois connaître plein de monde là, de cette époque-là. Absolument. Je connais beaucoup de monde qui ont grandi dans mon quartier, qui ont été dans... J'en connais beaucoup qui sont dans le droit chemin, qui ont des carrières. C'est super... Je suis super fier d'eux autres. Mais il y a du monde aussi qui ont choisi d'autres choses, tu comprends? Et puis, c'est à chacun leur choix de vie. Mais moi, je suis fier de moi aussi pour aussi avoir resté dans le droit chemin et puis faire ce que j'ai fait, surmonter mes obstacles et puis atteindre mes buts. J'adore ça. J'étais là au Centre Bell à ton dernier combat UFC à Montréal. Indirectement, tu as vécu le Centre Bell. Je sais que ça a dû être intense au niveau de l'émotion. Là, tu me dis, on fait tout le parcours de te battre à Verdun. Ouais. Tu étais là au UFC, au Centre Bell. Moi, j'ai trouvé que les gens qui étaient là, ils ont été très, très respectueux. Tu as eu la foule derrière toi tout au long du combat. Ouais. Ça t'a fait quoi? Comment tu t'es senti à la fin de ce combat-là? Déçu, c'est sûr. Déçu à cause j'ai perdu. Décision unanime contre Ed Herman. C'était pas un... Tu sais, c'est comme je dis, c'était après les beaux jours. J'étais pas la même personne. Là, on n'a pas vu le vrai David à son prime. Non, j'étais pas capable de... Mes coups partaient pas au bon moment. Quand il essaie de m'amener au sol, c'était... trop d'anxiété, trop de nervosité. Ma préparation aussi, c'est vraiment... ça, c'est un côté aussi que j'aurais dû mettre un peu plus d'emphase sur mes faiblesses, qui étaient le jiu-jitsu et la lutte et tout. Mm-hmm. Je mettais trop d'emphase sur la foule, faire plaisir à la foule. Tu comprends? Parce que c'est... Donc, je pourrais dire, c'est ça qui m'a rendu au UFC. C'est les coups de pied renversés et tout. C'est ça qui m'a rendu populaire. Mais... Là, les gars au UFC, ils ont vu, OK, il est dangereux debout, fait que on neutralise. On l'emmène au sol, on neutralise, puis boum. Mais moi, j'ai pas fait mes ajustements. Et c'est là que quelqu'un comme Georges a fait ses ajustements, tu comprends? C'est important. Oh, quand il a perdu, il a ajusté. Mais moi, j'ai pas ajusté comme j'aurais dû. Mais moi, je le voyais d'un point de vue que, je repensais à ce souvenir-là, puis là, je me disais... Tu sais, ce gars-là, qui est d'origine haïtienne, tu sais, qui est au Québec, qui arrive, puis là, le UFC qui est quand même, il n'y avait pas eu de tonne d'événements à Montréal, puis tout le monde était, tu sais, tout le monde, on dirait, ce jour-là, se souvenait à quel point, moi, je trouvais, là, que t'étais le gars, aïe, David Loiseau est encore là, il va se battre, man. Ouais. C'était incroyable, tu sais, pour moi, je trouvais que c'était beau, ça. Je sais pas, mais j'espère qu'un jour, tu vas en garder un bon souvenir, même si le combat, je comprends ce que tu veux dire, mais au-delà de ça, moi, c'est ça que je voyais. Je voyais le respect. Ouais, mais c'est la foule, c'est sûr que l'amour que j'ai eu de la foule quand j'ai embarqué dans l'octogone, c'était spécial. C'est spécial, c'est le fun, mais moi, je vais là pour gagner. Hein. Ouais, je sais, c'est sûr. Moi, je suis un combattant, puis la défaite, je l'ai acceptée, mais c'est... Le souvenir, c'est pas... Je suis pas comme, oh, wow, je suis content. Ouais, je comprends. Je suis
pas fier de ma performance, je suis pas fier de... Mais... Moi, j'étais fier de dire que je te voyais te battre à la télé. Puis là, dans ce temps-là, ce qui était cool, c'est qu'on connaissait tellement pas le UFC puis le MMA que je me souviens que des fois, t'étais invité à la télé puis tu commentais ton propre combat. Je me souviens de ça, que je sais pas si c'est Jean-Paul Chartrand. Puis c'était la première fois que je voyais un gars couché sur le dos. Tu sais que des fois, les gars, les combattants, ils perdent l'équilibre ou ils tombent. Puis là, l'autre, il essaie de prendre le dessus. Puis tu sais, t'es au sol, puis tu peux utiliser tes jambes pour donner un coup de pied. J'avais jamais vu ça de ma vie. Puis là, je me souviens que c'était ton combat pour la ceinture de UCC. Puis là, Jean-Paul, il dit « Hey, là, t'étais dans une mauvaise posture. » Puis là, toi, t'avais répondu « Non, là, je me reposais. Là. Je savais que j'allais revenir plus fort. » Puis là, on se retrouve, t'es au Centre Bell, mon gars. UFC, le standing ovation. Moi, pour moi... Je te le donne pour reprendre les man. Merci. Mais merci de montrer une autre perspective. Là. Je vois ce combat-là différemment maintenant. Merci parce que moi c'était une défaite. Ah oui, je comprends. Moi, j'étais là pour me battre. J'étais là pour... Moi, tout l'entraînement, tous les sacrifices que j'ai fait, c'est pour gagner. Tu comprends? Un combattant va pas là pour un match nul ou pour perdre. Tu comprends? Moi, je vais là pour vaincre, pour gagner. Et puis c'est ça, je me suis préparé, je me suis entraîné, j'ai visualisé le combat d'une certaine manière, puis... Ça arrive, ça fait partie. Exactement, ça fait partie du sport. Mais tu t'es pas fait knocker, t'as pas... Moi, je trouvais que t'as montré des beaux trucs, on y a cru jusqu'au bout, puis moi, c'est un de mes bons souvenirs. Pour vrai, il y a plein de combats qui ont passé inaperçus dans mon esprit. Celui-là, je m'en souviens très bien. Je te le donne, tu sais. Merci. Il me reste 2 questions pour toi. Good. Des questions un peu... il y en a une drôle, il y en a une délicate. Moi, je veux savoir, tu viens d'une famille haïtienne, tu as grandi au Québec, à Montréal. On est dans un air qui a beaucoup de critiques au volet, les tensions, le volet racisme. Est-ce que tu considères que tu as eu, toi, ton point de vue quand tu entends ces questions-là aujourd'hui? Tu considères-tu que le Québec, comment ça s'est présenté pour toi? C'est-tu quelque chose que tu considères qui mérite d'avoir des changements ou tu considères que toi, tu n'as jamais senti ça de vivre au Québec dans un milieu francophone en tant que jeune gars oui, j'ai été victime de racisme, c'est clair. C'est clair, le racisme est là, il est présent. Il est différent qu'ailleurs, mais se faire traiter de N-word et tout, c'est arrivé plusieurs fois. Au Québec, aux États-Unis, en ligne, le racisme est là, et puis c'est le racisme systémique, c'est là. C'est sûr que le plus qu'on en parle, le plus qu'on va réaliser que ça existe et puis qu'il va y avoir des changements. Tu comprends? C'est comme... At the end of the day, à la fin de la journée, on est tous... c'est la race humaine. We're one. On est tous un. On est tous unis. On est tous des frères et sœurs. Peu importe la religion, la race, on est tous ensemble. Ça, c'est le message qu'il faut passer à la fin de la journée. Oui, il y a du racisme, mais c'est important de combattre le racisme avec l'amour un pour l'autre. Ben oui, parce que je trouve que moi, tu sais, c'est fou comment... Tu sais, mon premier contact avec une autre culture, ça a été quand j'ai commencé à faire du karaté jeune. Puis, tu sais, on se posait pas la question, c'était qui avait. Tu sais, moi, j'avais un sensei qui était asiatique, tout ça. J'avais des gens de plein d'autres milieux dans ça. Puis, je trouvais qu'au final, les arts martiaux m'avaient amené ça. Cette ouverture vers le monde, de goûter à d'autres mets, de me tourner vers les gens, de me faire des amis qui n'avaient pas le même parcours que moi. Puis je trouve ça cool parce que, tu sais, je me dis, toi, à cette époque-là, au Québec, il devait pas y avoir beaucoup d'autres gars d'origine haïtienne qui faisaient des arts martiaux. Ouais. Tu devais pas en croiser tant que ça, mais j'étais curieux d'entendre ton point de vue sur comment tu avais vécu ce cheminement-là. Ouais, Là, tu parles des arts martiaux ou bien les arts martiaux Non, sur le plan personnel, là, vraiment. Les arts martiaux au début, parce que ça faisait partie de ton chemin. Là, mais... Ouais, mais il y a un autre Haïtien qui s'est battu à l'UFC, qui s'appelle Yves Jabouin. Okay. Lui, c'est quelqu'un avec qui j'ai grandi à Rivière-des-Prairies, quand on était plus jeune et tout. Lui, il y a eu un chemin assez similaire au mien. On a fait les arts martiaux, des compétitions de kickboxing. Après, c'est les arts martiaux mix pro et après le UFC. Il a été au UFC aussi. Puis c'est ça. Ça, c'est un des gars que j'ai rencontré. J'avais 9 ans. Et puis on s'entraînait ensemble et tout. Puis à un moment donné, on s'est battus ensemble
dans un tournoi. Ah ouais, c'est fou quand tu penses à ça. Ouais, mais c'est comme lui, c'est à cause que lui, il se bat à 145 livres. OK. Tu vois, je veux dire, c'est parce que dans le temps, on était la même grandeur, Ah la ouais, même grosseur. aujourd'hui. Ouais. Puis là, je pense que c'est à 17 ans, je pense à 16 ans. Je sais pas ce qui est arrivé, j'arrêtais pas de manger, puis j'ai grossi, là. Mais c'est le fun. Ouais, ça, Ijabouin, ça, c'est un de mes amis d'enfance, c'est comme un frère pour moi, puis de repenser au cheminement, c'est hot. Ouais, c'est le fun. Mais c'est à cause que lui, c'est un jeune d'origine haïtienne. Puis il s'est mis à ça aussi. Il s'est mis à ça, puis comme moi, il a choisi le chemin des arts martiaux. Il aurait pu aller ailleurs, et puis il a choisi les arts martiaux, puis c'est quelqu'un que je respecte énormément, et puis ouais, c'est le fun. En terminant, je veux te parler du fait que, tu sais, c'est drôle parce que récemment, j'ai vu George dans la nouvelle série, le Capitaine America, Faucon, le Winter Soldier, puis tout, puis là, je voyais les scènes de combat, puis tout ça, puis là, je sais que toi, t'as de l'intérêt pour le cinéma, tu fais tes démarches. Fait que, est-ce que, je pense que c'est ton prochain rêve de pouvoir créer ou produire ou qu'il y ait quelque chose qui est signé 100% David Loiseau au niveau que ce soit du script, du acting, je pense que c'est ton prochain dream. Ouais. Mais tu sais, moi j'ai commencé le cinéma, j'ai commencé en 2005. En 2005, j'ai tourné avec Dan Bigra. La Rage de l'Ange. J'ai eu mon premier rôle. J'ai fait c'était pas donné, hein. J'ai eu une audition, j'ai fait l'audition et tout, puis boum, on m'a pris pour le rôle et tout. J'ai commencé à prendre des cours, à pratiquer, mais 2005, 2006, ça c'est les années prime du UFC pour moi, là. Ouais. Alors j'ai pratiqué, j'ai fait mon rôle, boum. Après j'ai dit, OK, on met ça de côté, là. UFC, t'as besoin de focus. J'allais me battre contre mes gros combats s'en venaient là, au UFC. Là. Alors, j'avais pas le choix de me concentrer sur ça. Puis là, je me suis rendu au championnat du UFC. J'ai perdu. Puis là, oublie ça, le acting. On a mis ça de côté. Fait que là, maintenant que j'ai terminé la carrière de combattant, j'ai commencé à écrire et tout. On peut aller voir tes courts-métrages. Là, j'ai 2 courts-métrages qui ont combiné 2 millions de vues. On appelle ça fan-made film. C'est fan-made. C'est pour Creed, le film Creed. Et, là, j'ai créé 2. Ben, dans les 2, c'est un personnage différent. Les 2, c'est le vilain. Là, c'est l'adversaire de l'ennemi de Adonis Creed. Nice. C'est assez le fun. C'est vraiment le fun parce que tu peux voir que j'ai travaillé sur mon acting parce que tu vois que le monsieur dans la vidéo, là, il est méchant. C'est pas un gentilhomme. Il est mean. Puis moi, je suis quelqu'un de souriant puis relax. Fait que c'est vraiment, j'ai pris des cours. Puis c'est pas évident, les émotions. Puis tu sais, être méchant puis menaçant, c'est le fun, le monde du cinéma. Là, tu veux-tu aller vers, parce que toi tu viens de l'école de pensée des films d'action, le petit Jean-Claude Van Damme, c'est-tu quelque chose que tu voulais aller vers ça? Absolument. C'est vraiment les films d'action, films de combat et tout, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Ouais. Parce qu'il faut que je te demande, toi, parce que là, toi, tu dois regarder ça d'un point de vue différent, puis c'était ça que je voulais savoir, c'est, y a-tu des films d'action que tu as écoutés avec des scènes de combat que tu dis, ça, ces scènes d'action-là sont bien faites. Tu sais, que tu diras au monde, ça, il y a vraiment une différence entre ça. Tu sais, il y a des films que tu dois écouter que tu dois dire, oh my god, c'est super mal fait, c'est épouvantable, les scènes de bataille. La majorité des scènes de combat d'arts martiaux sont très bonnes. Hein. Tu vois les combats de Creed, tu sais, les combats de boxe de Creed, tout ça, les John Wick et compagnie, il y a beaucoup de martial artists. Il y a beaucoup de combattants qui aident les acteurs. Des vrais combattants qui font pas seulement du cinéma, mais ils aident les acteurs dans leur entraînement. Alors ça, c'est quelque chose qui va vraiment aider les acteurs. Là. Il y a beaucoup d'acteurs qui vont prendre des cours de jiu-jitsu, ils vont prendre des cours de boxe avec des vrais boxeurs et tout. Alors c'est... Mais y en a-tu un, toi, qui se démarque? Là? Y en a-tu un film, tu me dis, les scènes de bataille, celle-là, je trouvais que c'était vraiment quelque chose de plus que les autres. Là. Pas vraiment. OK. Mais ça veut dire que c'est relativement bien fait. Ouais. Moi, je me dis tout le temps, c'est parce que des fois, j'écoute des films de police, puis là, je suis comme, les enquêtes sont vraiment mal faites. Là. Fait que là, je me dis, peut-être lui, il voit ça, puis il fait, qu'est-ce que c'est ça?
C'est vraiment épouvantable. Fait que ça m'intriguait. Puis, tu sais, tu vas rire, mais moi, quand j'étais jeune, je sais pas si t'avais cet effet-là, mais quand je voyais des films de Van Damme ou de Jackie Chan, j'étais sûr qu'ils pouvaient vraiment se battre. Dans ma tête, c'était des reals. Mais toi, aujourd'hui, tu sais, quand tu regardes ça, tu te dis, Jackie Chan aurait probablement pas pu venir à bout de 20 gars dans un... Non, mais c'est clair, ça il y a un script. Tu sais, Bruce Lee, là, c'était-tu un real fighter? Aujourd'hui, t'aurais-tu voulu... Tu sais, les combattants, Bruce Lee, Steven Seagal, Van Damme, on les a vus se battre avec un script. Ouais. Tu comprends? Il y avait un script. Le monsieur, OK, lui, il tombe à telle seconde. Si tu t'es jamais battu dans une cage, on saura jamais si tu étais un vrai combattant. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que moi, je respecte les vrais combattants qui ont fait la vraie affaire. Se battre dans une cage là, devant 20 000 personnes, c'est quelque chose de spécial. Tu sais, tu te bats pas contre un clochard dans une ruelle. Si tu te bats contre un athlète professionnel ça fait 3 à 6 mois qu'il s'entraîne, il t'étudie toi, il veut juste te battre toi, là. C'est quelque chose de spécial. Alors, wow. Il n'y a pas de script. Il n'y a pas, OK, lui, il tombe à tel moment. C'est pour ça que c'est le fun. Oui, c'est beau. Oui, ces acteurs-là paraissent bien sur le grand écran, mais allez vous battre dans la cage, puis après, on en reparle. Après, dites que vous êtes des combattants. Tu comprends? Je comprends. Si tu t'es jamais battu, dis pas que t'es un combattant. T'es un acteur, t'es un artiste martial, you're a martial artist, je respecte. But you're not a fighter. T'es pas un combattant. Un combattant, c'est un combattant. J'adore t'entendre dire ça, parce que moi, quand j'étais jeune, là, je me faisais le combat de Jet Li contre Jackie Chan dans ma tête. Là, je me disais, qui gagnerait? But we never gonna know. Mais c'était drôle que, tu sais, on écoutait des films d'action qu'on pensait qu'il y avait, tu sais, comme, ah non, Steven Seagal contre Sylvester Rambo. Tu sais, on savait pas si c'était legit pour vrai, tu sais, à quel point. Rambo avec la mitraillette direct. Ouais. Facile. Facile. Bon, tu vois, tu marques un point. C'est vrai que that's it. We're done. Mais hey, je te souhaite, moi, mon prochain rêve par rapport à toi, c'est d'aller au cinéma, d'aller voir un film dans lequel tu donnerais un coup de poing, un coup de pied, puis je ferais « On en a parlé, mon gars. » Pour vrai, David, t'es un gentleman. J'ai appris à te connaître. Je considère que j'espère que le monde du UFC ou les mondes des combattants, ou que ce soit au niveau des Olympiques, n'importe quoi, qu'on va récupérer ton savoir, ton parler.